Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Chemin Critique. Ce soir nous sommes très heureux parce que nous allons aborder un thème clé, un thème qui participe à la formulation de l'offre nationale. Notre pays, la République démocratique du Congo, est connu comme un scandale géologique. Nous avons grandi avec ce slogan, avec cette étiquette. Aujourd'hui, on parle du Congo. En plus, il a gagné une autre étiquette, c'est que c'est un pays qu'on appelle pays solution. Pourquoi on appelle le Congo pays solution? Parce que dans le monde entier, on pense que nous avons des atouts majeurs pour les différentes transitions en cours, notamment la transition énergétique et peut-être pourquoi pas les différentes transitions que le monde va être en train de subir vers le numérique et pourquoi pas vers l'économie verte. Parce que notre pays a des atouts, il faut donc que ce pays-là soit conscient de ses atouts et qu'il adopte une politique qui convienne. Sommes-nous préparés à jouer le rôle que la nature nous impose dans cette séquence de la vie sur cette planète? Voilà, la question de ce soir est une question d'enjeu économique, une question d'enjeu environnemental. Pour parler de cette question, nous avons le bonheur, en tout cas exceptionnel bonheur, de recevoir une dame. On dit que les dames souvent ne s'intéressent pas aux questions environnementales, ce qui est complètement faux, parce que notre invitée de ce soir, c'est une avocate, maître Mati Yav. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Willy Kalingay. Merci d'avoir accepté d'être là, surtout d'avoir poussé votre conviction jusqu'à devenir quelqu'un d'intéressé par les questions environnementales. Pour parler avec vous, j'ai le plaisir encore une fois de recevoir sur ce plateau comme co-présentatrice Maïva Ngaloula. Bonsoir. Bonsoir Willy Kalingay. Alors tout va bien aujourd'hui? Ça va? Ça va super bien, merci. Très bien, voilà. C'est donc avec deux dames que nous allons essayer de construire ces chemins critiques vers une seule question, la RDC, enjeux environnemental et les défis. Nous allons donc y aller parce que c'est cela notre devoir, que de vous apporter l'information nécessaire. Alors notre invitée, comme je le disais, est avocate, elle a beaucoup d'autres casquettes, mais ici, elle s'est spécialisée dans les questions environnementales, et c'est même d'ailleurs la première question que va lui poser Maëva. Merci, bonsoir Maître Mati Yav. Bonsoir, Maïva. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ces plateaux. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci. Merci à vous. Maître Mati, le droit environnemental semble être une discipline récente, en tout cas pas très connue. Comment vous vous y êtes retrouvé? Merci pour cette question. Je la reçois quand même assez souvent. On me dit que il se pourrait que ce soit un droit récent, mais il n'est pas récent du tout. En tout cas, le droit international de l'environnement, lui, le terme existe presque depuis que le vocable développement durable aussi existe. De toutes les façons, lorsqu'on regarde la gestion de la cité, on se rend compte que les ressources naturelles, tout ce qui est environnemental, est également régulé autant que les rapports humains. Donc, même si ça n'a pas été officiellement reconnu comme droit de l'environnement, la matière était déjà existante et elle était déjà réglementée. Alors, comment est-ce que j'ai atterri là-bas? Je ne sais pas, je ne dirais pas que c'est un concours de circonstances, mais j'ai commencé mon droit à l'université protestante. Et puis, bon, j'ai eu une petite opportunité de travail, une jeune femme qui a un travail. Je suis allée travailler dans les mines, disons, d'abord le shipping et puis les mines. Et après un moment, j'avais l'impression de plafonner, j'avais l'impression que je n'irais pas plus loin. Donc, vu ce qu'il y avait directement autour de moi, je me suis naturellement redirigée vers le droit et j'ai décidé de me spécialiser en droit de l'environnement. Comme c'est une matière qui n'existait pas au niveau du master à l'époque, en RDC, je suis allée le faire ailleurs et j'ai reçu un master professionnel en droit international de l'environnement et c'est cette connaissance-là que j'ai rapportée au pays.
Et ça donne quoi exactement comme compétence? Vous êtes habilité à quoi? C'est une question intéressante parce qu'en fait, je suis là pour me créer des opportunités. Oui. Ce n'est pas une matière véritablement reconnue parce que le droit ici chez nous, le droit de l'environnement tel qu'il est conçu, énoncé, ce n'est pas vraiment un droit des litiges litigieux. Et c'est assez difficile de se retrouver au parquet ou de se retrouver, c'est très rare en tout cas, au parquet devant les juges pour porter plainte par rapport à une infraction environnementale. Ça se gère différemment devant des instances spécifiques ou de manière spécifique. Donc, ça veut dire que je fais de la consultance pour ceux qui ont besoin d'avoir une information, tout ce qui est en ce qui concerne le droit international de l'environnement ou même le droit de l'environnement ici, les sociétés qui veulent s'installer, les sociétés qui veulent respecter des normes environnementales, peut-être certaines institutions publiques qui peuvent avoir besoin d'être fixées sur certaines procédures. C'est à ça que ça ressemble, mais le potentiel est énorme parce que le droit de l'environnement, ce n'est pas comme souvent on l'a compris au début quand je m'entretenais avec les gens, ce n'est pas uniquement les dérèglements climatiques, donc tout ce qui est forêt un peu, et ce n'est pas que les déchets. Il y a énormément d'autres aspects qui lui sont reliés, qui sont connexes. Et c'est intéressant de voir comment ça va se développer à travers les années en République démocratique du Congo. Évidemment, même s'il y a autre chose, le réchauffement climatique est au cœur de toutes les problématiques aujourd'hui. Le monde entier est je crois, nous sommes au COP 27, donc presque 27 ans que les mondes entiers s'est réunis autour de cette question, parce que l'on part, d'abord c'était une hypothèse, maintenant c'est une certitude que le réchauffement climatique va bouleverser l'humanité. Nous allons essayer de nous rendre compte un tout petit peu de ce danger-là et comment l'expertise congolaise peut nous aider, non seulement à aborder la question, mais à la comprendre. Alors, nous allons suivre ces petits documents, un extrait d'ailleurs, sur comment le réchauffement climatique va bouleverser l'humanité. 1 degré, 2 degrés, 2 degrés et demi, 4 degrés. Au cours du siècle à venir, la température de la planète va continuer de monter. Plus les émissions de gaz à effet de serre seront importantes, plus la hausse sera forte. Mais en quoi est-ce un problème ? Pourquoi doit-on se soucier de quelques degrés de plus ? Parce que le changement climatique menace les infrastructures où nous vivons. L'agriculture qui nous nourrit, et il peut nous tuer de plusieurs manières. On le sait, la température globale a déjà commencé à grimper. En l'espace de 40 ans, elle a augmenté d'1 degré. Cette température globale est une construction mathématique. C'est la moyenne sur l'ensemble de la planète des températures de l'air proche de la surface. Si on sépare l'évolution sur les terres et les océans, on voit que les continents se réchauffent bien plus vite. Et si on regarde l'évolution des températures entre cette période et celle-ci, voilà ce que ça donne sur une carte. On voit que les continents, en rouge plus sombre, se sont davantage réchauffés que les océans en jaune. Mais on voit également qu'une région comme l'Arctique est plus touchée que l'Afrique. Dans quelques zones assez réduites, en bleu, la température moyenne a en revanche diminué. L'augmentation des températures n'est donc pas la même partout. Mais elle n'est pas non plus la même tout le temps. Prenons ce graphique. Il montre la distribution de l'anomalie de température pendant l'été dans l'hémisphère nord entre 1951 et 1980. Voilà ce que ça veut dire. Si un été correspond aux normales saisonnières, il va se retrouver au milieu de cette courbe. Si un été est plus chaud en moyenne, il va se retrouver de ce côté.
et s'il est plus froid, de l'autre côté. Avec le changement climatique, les normales de saison augmentent au fil du temps. Mais on voit aussi que cette distribution s'aplatit. Résultat, il y a plus d'étés anormalement chauds et leur température augmente plus vite que la moyenne. Et ces étés très chauds, tout à droite, s'accompagnent souvent de canicules qui sont de plus en plus fréquentes, sévères et longues. Or, en plus d'être particulièrement pénibles, les canicules peuvent tuer. Sur ce graphique de la mortalité française annuelle, on observe un pic, ici, sur la courbe de 2003. Ce sont les 15 000 personnes mortes de la canicule cette année-là. En tout, en Europe, cette vague de chaleur a tué 70 000 personnes. Depuis 2003, on a appris à vivre avec ces canicules. On recommande de limiter les activités physiques, de rester au frais et surtout de boire beaucoup d'eau. Et s'il faut boire beaucoup, c'est pour une raison simple. Quand il fait chaud, le corps a besoin d'eau pour transpirer, car c'est l'évaporation de cette transpiration qui permet de nous refroidir. Cette évaporation va dépendre de l'humidité de l'air. Si l'air est très sec, la transpiration peut facilement s'évaporer. Mais si l'air est saturé en vapeur d'eau, elle ne peut pas s'évaporer. Il devient alors impossible pour le corps de se refroidir. Pour avoir un repère, un être humain, dans un environnement à 35 degrés saturé en humidité, meurt en quelques heures. En analysant les conditions d'humidité et de température ayant tué des humains par le passé, des chercheurs ont mis au point cette courbe. Les conditions à droite de cette courbe induisent presque toujours une surmortalité. Des vagues de chaleur mortelles peuvent aussi survenir à gauche, mais dans ces conditions, ce n'est pas systématique. On voit que plus l'air est humide, moins la température est supportable. Les chercheurs ont ensuite regardé le nombre de jours dans l'année où les conditions de température et d'humidité étaient à la droite de cette courbe, et donc mortelles. On voit qu'aujourd'hui, il y a déjà certaines régions du monde qui connaissent ces événements, mais pour un nombre de jours limité. En faisant la même analyse pour différents scénarios d'augmentation de température, on voit, sans surprise... Voilà, vous venez de suivre un extrait. Je crois que nous allons revenir tout à l'heure pour compléter la deuxième partie. Maître Mathiave, quand vous suivez un document comme celui-ci, vous avez aujourd'hui les instruments intellectuels pour déchiffrer, comprendre de quoi il s'agit. Quel est votre sentiment? Sommes-nous vraiment en danger ou bien c'est de la propagande occidentale? Pour moi, il n'y a qu'à regarder autour de nous pour se rendre compte que les choses ont changé. Je me souviens de l'année passée, on a longtemps attendu le début de la saison sèche à Kinshasa. Et les années antérieures aussi, les changements pouvaient être perceptibles, les dates auxquelles on était habitué n'étaient pas respectées. Donc il y a forcément quelque chose qui se passe. Au niveau mondial aussi, on parle de plus en plus de canicules, il y a de plus en plus, les tsunamis sont de plus en plus fréquents. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Après, quelles sont les décisions qui doivent être prises pour faire évoluer les choses, pour arriver à endiguer ces phénomènes-là? Ça dépend. Ça dépend des politiques de chaque pays. Ce qu'on ne doit pas oublier de prendre en considération, c'est qu'il existe quand même des formules mathématiques pour évaluer certaines situations, et il en existe une qui permet plus ou moins de quantifier les impacts environnementaux. Si on appelle cette formule-là IPAT en anglais, donc IPAT formula, donc pour l'impact environnemental, il est une résultante de la population, de l'affluence de cette population et de la technologie. Donc, lorsque vous variez d'après
d'après la formule, lorsque vous variez un de ces paramètres, vous avez un impact plus ou moins différent. Alors, dans les politiques aujourd'hui qui sont proposées pour atténuer les effets de l'émission des gaz à effet de serre, vous voyez souvent qu'on recommande à certains pays de diminuer le nombre de leur population, de chercher à réduire la multiplication des individus. Il y en a d'autres qui vont forcer sur un développement de la technologie pour permettre de compenser. Et il y en a d'autres qui vous diront que moins on a de moyens, moins on pollue. Donc, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en considération et il ne faut pas juste regarder les changements qui arrivent et accepter toutes les politiques qu'on peut proposer, mais les soumettre au filtre de l'intelligence. Effectivement. Alors, vous avez certainement suivi le drame de Calais, oui. Dans notre pays, à l'est du pays. J'espère qu'on aura, avant la fin de cette émission, quelques images d'illustration. L'on parle aussi là-bas, j'ai suivi des ministres qui en parlaient, qu'il y aurait quand même un impact avec le réchauffement climatique parce que les inondations seraient venues du fait que les rivières dans le coin ont débordé et ont provoqué les glissements des terrains. Nous y sommes déjà dans cette catastrophe. Oui, je pense que il y a probablement un effet compte tenu des inondations qui sont aujourd'hui provoquées par les dérèglements climatiques. Mais il ne faut pas oublier de prendre en considération l'action humaine. Tout ce qui est anthropique, aujourd'hui, la cause du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, c'est l'homme et les activités anthropiques, les activités humaines. Est-ce que dans ces villages, d'après ce que j'ai pu suivre également, c'est la plupart des personnes qui étaient là, c'était des déplacés. Donc, est-ce qu'il y a eu une bonne gestion de ce site? Est-ce qu'il y a eu, parce que il y a une rivière, le lit a débordé, est-ce qu'il y avait des digues pour prévenir plus ou moins ou atténuer les effets éventuels d'inondation? Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faudra travailler pour éviter que ce drame se répète à une telle échelle au niveau de notre pays. Maëva? Oui, monsieur Willy Kalindey. Vous avez la parole. Merci. Maître Mathiav, souvent on dit que la RDC est un pays solution. Alors, avec toutes ces catastrophes naturelles, par exemple celle de Caléa qui a causé plus de 400 morts, dites-nous en quoi est-ce qu'elle est pays solution et pour qui? Bon, Pays Solution, c'est un slogan auquel il faut donner un contenu. Je pense que notre gouvernement a essayé de donner un contenu à ce slogan-là, mais comme vous avez posé la question, est-ce que pour qui ce pays est-il une solution vu ce qui se passe? Alors, je pense que ça découle du premier slogan qu'on a toujours eu, qu'on est un scandale géologique, qu'on a un potentiel énorme. Pour moi, c'est un peu la même rhétorique. Nous avons des ressources, mais maintenant, il faut capitaliser sur ces ressources. Il faut voir ce qu'on va en faire. Est-ce que la priorité serait de les mettre à la disposition du monde ou de constituer des réserves? C'est toute une politique. Il y a une politique qui doit être énoncée. Le pouvoir politique et la décision politique c'est très, très, très important au niveau où nous en sommes. Nous devons définir une politique. Ensuite, nous devons faire en sorte que, quelle que soit la décision que nous prenions, les populations en bénéficient dans la plus grande partie. Ça reste un défi. Ça ne sert à rien d'offrir nos ressources, de nous offrir pour le bien-être d'autres États, d'autres nations, si nous sommes incapables de pourvoir à un développement harmonieux de nos populations. Je vous suivais dans une interview sur notre chaîne, est en train de suivre un tout petit peu. Alors, je vous pose une question qui m'a quand même intéressé. Vous avez dit effectivement que le temps est venu pour que le Congo cesse d'être simplement le pays qui alimente l'économie mondiale,
mais que le Congo soit le pays qui régule cette économie mondiale. Oui. Vous vouliez parler de quoi? Disons qu'avec toute l'offre que nous avons, nous pouvons et nous devons mettre en place des stratégies pour influer sur non seulement les cours des marchés de matières premières, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de transition énergétique, notre pays se met en avant, on parle des batteries pour les véhicules électriques, l'offre du cobalt aussi qui intervient dans l'industrie aéronautique, l'industrie aujourd'hui quantique est importante. On a le coltan qui intervient également dans l'industrie des ordinateurs. Et nous avons plusieurs autres ressources que nous mettons à la disposition du monde, que nous mettons à la disposition de la technologie, mais nous ne la transmettons, cette ressource-là, qu'en tant que matière première. Et nous sommes ceux qui attendons qu'on vienne acheter, se fournir la matière première chez nous. Nous avons la possibilité de créer des synergies, des canaux pour nous permettre d'influer. Par exemple. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, dans le solaire, les panneaux solaires ont besoin de certaines matières premières que nous retrouvons ici. Est-ce que nous avons avancé au niveau de la recherche pour pouvoir nous-mêmes commencer à produire nos panneaux? Je pense qu'il y a toute une réflexion à faire pour que nous devenions des leaders en lieu et place de toujours subir. Et pour le moment, vous pensez qu'on n'est pas encore leader et qu'on n'est pas vraiment dans le coup? Je pense que notre leadership n'est pas visible, ne se fait pas sentir. Nous sommes dans toutes les réunions, nous discutons, nous avons fait des nouveaux textes. Alors, comment ce leadership va se montrer? Je pense que nous faisons des efforts, mais nous pouvons faire beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment pour ne pas trop peser, mais il y a mieux à faire. Il y a aujourd'hui des stratégies. Il y a aujourd'hui la diplomatie environnementale, les négociations internationales environnementales se passent d'une certaine manière et j'ai plutôt l'impression qu'on est à la traîne ou Est-ce qu'on a les personnels qui conviennent, selon votre propre analyse? Est-ce que quand vous regardez le Congo, dans d'autres... en tout cas dans les différents forums mondiaux, est-ce que nous avons les techniciens? Nous avons les techniciens qu'il faut? Je pense qu'on a les techniciens, mais on n'a peut-être pas la meilleure des approches. C'est-à-dire, vous soyez un peu plus précise. C'est-à-dire, bon, nous avons aujourd'hui quel type d'approche et pourquoi, en quoi elle serait défectueuse? Défectueuse, ce n'est pas... Par exemple, j'ai vu la question des blocs pétroliers. Pour moi, il était un peu... C'était une démarche dichotomique que de se présenter en pays solution en termes de conservation de la biodiversité, en termes de séquestration de carbone, et en même temps de libéraliser la recherche, octroyer des permis de recherche sur des blocs qui étaient certains à cheval sur des aires protégées, ou encore mettre en vente ou pour la recherche des blocs où on n'avait pas fait un inventaire des espèces, des différentes espèces de faune et de flore pour savoir quelle est la contrepartie. Aujourd'hui, on parle des services environnementaux. Est-ce qu'on a établi la valeur des services environnementaux dans ces zones-là avant d'étudier, avant de déterminer que la contrepartie en termes de production pétrolière serait la même? Je pense que c'est très difficile, si vous devez demander des financements, d'aller demander des financements pour la séquestration de carbone dans le cadre de REDD+, ou d'autres programmes, si vous-même, vous ne cherchez pas à montrer que vous êtes de bonne foi et que vous protégez le peu de biodiversité que vous avez déjà. Bon, ce n'est pas Maître Mathia, vous êtes convaincu que le pays est un pays pauvre? Le Congo est un pays pauvre qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de ressources. Non, le Congo a des ressources. On a des ressources. On n'a pas des ressources. Non, nous avons des ressources naturelles et nous avons des ressources humaines. Est-ce que nous savons nous en servir de la bonne manière? Ça, c'est un problème. Je vous l'accorde. Économiquement, je reviens. Oui.
est-ce que le pays est pauvre économiquement? Oui. Il n'y a qu'à voir notre place quand vous étudiez l'IDH ou Les PIB, etc. le PIB, le PNB. Nous sommes parmi les tout derniers. Oui, Voilà. nous Nous sommes parmi les pays les plus pauvres de la planète. On est effectivement. d'accord quand même sur ce point-là. Mais Admettons que nous sommes, bon, provisoirement, hein. Enfin, finalement, ma question. D'accord. Admettons que nous sommes un pays parmi les plus pauvres de la planète et ce n'est pas une litote. Effectivement, le Congo, avec ce qui arrive dans nos populations, on est un pays pauvre. Maintenant, un pays pauvre qui a des ressources a l'obligation de mettre ces ressources-là en valeur de manière à avoir des moyens supplémentaires pour faire des politiques publiques capables de résoudre les problèmes. Maintenant, vous avez d'un côté les forêts, de l'autre côté les pétroles. Vous savez que les pétroles, c'est quand même de l'or noir. Alors vous êtes président de la République, je souhaite un jour que vous le deveniez. Amen. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire, bon, nous allons conserver, nous allons conserver pour l'humanité nos forêts en vue de préserver les climats, mais en même temps, nous allons laisser ces ressources parce qu'elles polluent dans les sous-sols et notre population va mourir de faim. Qu'est-ce que vous allez avoir comme option? Techniquement, vous faites comment? Je pense que c'est ce que je disais, la perception des choses, comment est-ce qu'on travaille et la politique qu'on décide de suivre. On ne doit pas réfléchir, la RDC ne doit pas réfléchir en fonction de ne pas polluer. Mais vous n'allez quand même pas vous engager dans un projet sans avoir fait l'inventaire de vos ressources. Nous avons des forêts, nous avons le plus grand bassin du monde. Oui. Ça, c'est connu. Qu'est-ce que vous avez encore fait comme inventaire? Non, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, lorsqu'on prend, par exemple, je vais parler d'un cas concret. On va prendre Inga. Oui. On trouve, le pays a de plus en plus de difficultés à trouver des partenaires qui vont obtenir des financements Pour développer les grands Inga. Oui. Pourquoi? Parce que dans la plupart des organismes internationaux, lorsque vous avez ce filtre qui est celui des protocoles environnementaux, vous vous rendez compte que eux, ils estiment que il n'y a pas autant de bénéfices quand on compare les effets adverses, les effets néfastes et le potentiel bien-être qu'on peut en retirer. Et c'est la même chose qu'on devrait faire chez nous en RDC. Nous n'avons pas encore répertorié les services environnementaux de nos écosystèmes. On ne sait pas quelle en est la valeur. Nous n'avons pas encore répertorié les espèces animales et végétales que notre pays possède. Il y a probablement énormément d'autres espèces endémiques à la RDC qu'on peut faire valoir. Lorsque vous regardez aujourd'hui les États-Unis, prenons les États-Unis, le Canada, la Chine, la Russie, ils importent du cuivre. Pourtant, ils en ont, et ils l'exploitent. Pourquoi? Où va tout le cuivre de la RDC? Je ne pense pas qu'il en reste assez ici pour que nous-mêmes ayons notre propre industrie. Pourquoi est-ce qu'on doit se retrouver dans une situation où dans quelques années, tout notre cuivre sera épuisé? Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire du cuivre qu'ils emmagasinent chez eux? Comme je souhaite que vous puissiez être plus précise et claire et que les téléspectateurs vous suivent très bien parce que la matière est assez technique et puis la terminologie, ça ne court pas les rues. Je voudrais vous poser une autre question. D'accord. Donc, vous pensez que le chemin que nous avons choisi comme Congo, comme pays, de favoriser le combat contre le réchauffement climatique par la préservation de nos ressources qui captent le CO2 et l'exploitation de nos ressources minérales, ce combat est dichotomique. On ne peut pas faire les deux en même temps. Je ne dis pas qu'on ne doit pas exploiter notre pétrole. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Voilà. Ce que je dis, c'est que la manière de le faire et la manière de vendre l'exploitation de ce pétrole doit être fait en harmonie, en considérant le fait que nous avons décidé de nous promouvoir en tant que pays qui conserve sa biodiversité. C'est tout ce que je dis. Je pense qu'il faut... Y a-t-il des exemples que vous pouvez citer qui ont pu réussir
Ou bien c'est simplement une vue théorique? Non, c'est pas une vue théorique. Il y a probablement, il y en a probablement qui évoluent dans ce sens. Je pense quand même au Canada, je pense à la Suède. Les pays scandinaves sont des pays producteurs de pétrole, mais qui investissent quand même beaucoup dans la protection de leur biodiversité. Donc c'est quelque chose de faisable. Mais il faut orienter nos politiques dans ce sens-là. Nous allons rappeler à nos téléspectateurs quand même comment ça fonctionne, cette question de réchauffement climatique, parce que les propos de Maître Mati et Yav doivent être compris dans cette problématique-là. Suivons ces deuxième petit élément. Les scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant à chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. Maître Matiav, pensez-vous que l'humanité a conscience de ces dangers? Pour une grande partie quand même, je pense que oui. Surtout les populations qui sont affectées, elles ont conscience de ça. Maintenant, est-ce que la volonté politique des États est
est engagé pour trouver une solution. Chacun tire le drap de son côté et il faudrait arriver à se mettre d'accord. L'économie mondiale aujourd'hui est basée sur l'exploitation des ressources polluantes. Vous avez les pétroles, vous avez l'automobile surtout parce que c'est cela. Vous avez toutes les pratiques que les êtres humains utilisent, notamment les charbons, notamment tout ce qui s'est fait pour que le réchauffement climatique puisse s'accélérer. Alors ma question est celle-ci. Comment renverser les tendances? Parce que apparemment l'humanité s'est construit elle-même son propre tombeau. Quelle force l'économie mondiale peut avoir pour faire cette mutation? Nous sommes au COP 27 aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons vraiment un jour redresser la barre avec les différents pays qui sont puissants et pollueurs? Bon, c'est une question philosophique. C'est une question philosophique parce qu'en fait, la société actuelle, c'est une société de consommation. Donc, de la même manière que on parle de l'industrie fossile, bientôt on parlera de l'industrie qui surgit, de la transition énergétique. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'on achète des batteries, pour qu'on roule dans des voitures électriques, pour qu'on puisse s'alimenter au solaire, mais ce n'est pas des produits de la nature. Ce ne sont pas des produits de la nature. Donc, il y a des déchets qui sont émis, oui, qui sont rejetés dans la nature et qu'il faudra soit recycler, soit trouver une manière de transformer. Et ça, tant qu'on n'a pas changé nos habitudes en tant qu'humains, on n'a pas fait des efforts, ça risque d'être difficile. Là où le bas blesse, et au niveau du droit international, c'est ainsi qu'on en était arrivé à la différenciation des responsabilités, c'est qu'il y en a qui ont plus contribué. Il y a des États qui ont contribué plus à la pollution. Effectivement, il y a des économies qui ont plus contribué à la pollution que d'autres. Et il ne faudrait pas que ceux qui ont le moins contribué soient celles qui subissent les effets les plus néfastes. Ça, c'est un problème. Il faut trouver comment harmoniser. Et le pouvoir des États, c'est justement de négocier pour trouver une solution à ça. Les pollueurs sont au nord, mais ceux qui payent la facture sont au sud, et c'est l'Afrique. Nous allons donc suivre comment l'Afrique paye les lourds tributs du réchauffement climatique. Suivons ce que l'Afrique vit par rapport à ces changements climatiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les Nations Unies, d'ici 2030, plus de 100 millions de personnes vivant sur le continent africain seront touchées par le réchauffement planétaire. Sécheresse, inondations, fonte des rares glaciers dans un avenir proche, les événements climatiques extrêmes accentuent l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Le climat sera l'un des enjeux du sommet entre l'Union africaine et l'Europe. On estime que les effets dévastateurs du changement climatique feront augmenter de plus de 50% le PIB du continent d'ici à 2030. Il s'agit là d'une pilule amère à avaler, étant donné que le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 4% au total des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique s'est réchauffée plus rapidement que la moyenne mondiale, souligne l'ONU. Les phénomènes climatiques extrêmes menacent la production agricole et l'accès à l'eau. Ces tensions pourraient entraîner le déplacement de 86 millions de personnes d'ici 2050. Pour l'Union européenne, l'enjeu est climatique, mais c'est aussi une question de justice sociale. Les pays industrialisés polluent beaucoup plus, mais le continent africain souffre beaucoup plus. Nous devons donc tout rythmer sur une nouvelle compréhension de la justice et de la coopération. Nous ne devons pas oublier que les émissions de CO2 par habitant en Afrique seront les plus faibles, alors que la production d'émissions de CO2 par habitant sur le globe est la plus élevée en Europe, aux États-Unis et en Asie. Toutefois, tous les pays africains ne sont pas prêts à renoncer dans l'immédiat à la manne financière engendrée par les importantes réserves d'énergie fossile présentes sur le continent. Le sommet UE-Afrique se déroulera le jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles.
Voilà, l'Afrique, la facture est lourde, hein. Elle est très lourde et peut-être que nous ne sommes malheureusement pas encore, comme l'a dit notre invité, à même de faire face à tout cela. Alors, nous continuons ces débats avec Maëva. Certainement une question à notre invité. Madame Matiev, pensez-vous que la femme a un rôle spécifique dans la lutte contre le réchauffement climatique? Je vais dire d'emblée oui, parce que la femme, c'est la moitié de la population mondiale. Donc, si on faisait moins, toutes les femmes sur Terre, on serait bien seul. Donc, elle a un rôle à jouer, mais est-ce qu'elle a les outils pour jouer pleinement son rôle? Ça, c'est une autre question, et je pense que ce n'est pas le cas. Les femmes n'arrivent pas souvent à faire entendre leur voix ou leur façon de voir les choses, alors qu'elles sont les gardiennes de beaucoup de valeurs, de beaucoup de cultures, des familles aussi. Et malheureusement, ceux qui sont beaucoup plus présents sur la scène politique, sur la scène économique, ne les intègrent pas toujours. Ce n'est pas pour dire que on doit leur accorder nécessairement une place, non, mais c'est juste pour dire qu'il faut une participation, une participativité de toutes les franges de la population. Ce sont des problèmes qui affectent tout le monde, que l'on soit homme, que l'on soit femme, que l'on soit jeune, que l'on soit vieux, et c'est des problèmes qui vont continuer à nous affecter si nous n'y travaillons pas aujourd'hui. Donc, il faut la participation de tous. La femme surtout par rapport au fait qu'à la base, c'est elle qui subit aujourd'hui les contre-coups de la destruction de l'écosystème. Alors, évidemment, notre pays, parce que je voudrais, les quelques minutes qui nous restent, qu'on puisse insister un peu sur le Congo. Hein. Nous en avons déjà parlé, vous avez évoqué, mais le pays comme pays solution, ça c'est vrai, nous l'avons évoqué au début, mais je voudrais que vous puissiez suivre quand même ce que le monde dit de ce Congo. Qu'est-ce que le monde pense de notre pays? Pourquoi nous sommes dans une contradiction avec le monde? Parce que nous voulons nous développer, le monde nous demande le développement en conservant, sans développer certaines ressources. Le pays solution, oui, mais pour qui? La question a été posée ici par Maëva, et je crois que notre invité y avait répondu. Mais suivons quand même le regard du monde sur ce pays d'Afrique centrale. Le bassin du Congo abrite la deuxième forêt tropicale du monde après l'Amazonie, 180 millions d'hectares, dont les 2/3 se trouvent en République démocratique du Congo, un pays 5 fois grand comme la France. Je suis ici à 25 mètres au-dessus de la canopée sur la tour à flux, une structure unique dans le bassin du Congo. Le site de Yangambi où elle se trouve est redevenu un lieu d'expérimentation pour la lutte contre le réchauffement climatique et pour la restauration de la biodiversité au profit des populations. Haute de 55 mètres, cette construction est venue rejoindre il y a un an les quelques 1400 tours à flux dans le monde. Conçue par l'université de Gand en Belgique, elle est érigée en pleine forêt. Cette structure nous permet de quantifier l'échange de gaz à effet de serre entre l'atmosphère et la forêt. Nous pouvons ainsi calculer de manière continue la quantité de carbone émise ou séquestrée par le forêt de bassin du Congo. Les premiers résultats sont prometteurs. Cette forêt est, contrairement à ce qui se dit beaucoup, n'est pas le deuxième poumon de la planète, mais le premier poumon de la planète. C'est la deuxième superficie, mais c'est la première capacité de fixation de carbone. Pour beaucoup de raisons biologiques, historique, on fixe plus de carbone aujourd'hui dans le bassin du Congo que dans le bassin d'Amazonie ou dans le bassin d'Indonésie. La réserve de Yangambi était la plus grande station de recherche tropicale du monde quand le pays était une colonie belge. Le CIFOR, le Centre pour la recherche forestière internationale, fait renaître Yangambi en partenariat avec les autorités du pays. Le projet s'appelle Forêt, il est financé par l'Union européenne et commence ici à la faculté des sciences de Kisangani où l'on forme les futurs experts de la forêt. Les 260 étudiants en master et doctorat font leurs travaux pratiques à Yangambi.
Ce matin, Yves y anime un atelier de sensibilisation pour les enfants. Ils seront la prochaine génération responsable de la protection de leur forêt. La RDC, c'est notre plus grosse enveloppe en faveur de la préservation de la biodiversité en Afrique. La RDC est un pays solution. C'est un pays immense, qui a une ressource forestière immense. C'est un facteur à la fois de développement pour les populations, mais c'est aussi un facteur pour la conservation de la planète. Le projet Forêt, ce sont ici aussi des recherches sur le café, le bois, la construction d'une centrale de cogénération biomasse pour fournir de l'électricité, la production de miel et grâce à l'agroforesterie, la lutte contre la déforestation. Pour réussir à faire en sorte que la forêt soit moins dégradée, une des options, c'est justement l'agroforesterie, c'est-à-dire d'accompagner et d'encourager les communautés locales à planter les arbres dont ils ont besoin pour fertiliser les sols, produire du bois à énergie, etc. La pépinière du projet Forêt fournit les plants aux fermiers. Objectif, planter ici 5 millions d'arbres et restaurer la biodiversité dégradée. Au milieu des arachides, ils placent aujourd'hui les acacias, des arbres à croissance rapide. L'agroforesterie prend tout son sens à Ntsio, au plateau des Batéké, à 150 km à l'est de la capitale. Dans cette savane, l'Union européenne investit depuis 2013 pour développer l'agriculture sur ce sol sableux, afin de nourrir les populations locales et celles de Kinshasa et ralentir l'exode rural. 260 familles sont réparties sur 5500 hectares, aménagés pour recréer les conditions d'une forêt fertile. Sur son terrain, chaque fermier produit de l'huile de palme, du manioc, des céréales ou des légumineuses à l'ombre des acacias, l'arbre providentiel de l'agroforesterie. Ce feuille-là qui tombe, au fil des années, ça s'entasse et ça forme une couche d'humus. Et en soi, les racines de l'acacia fixent ce qu'on appelle l'azote qui fertilise les sols. C'est les mêmes conditions que la forêt. Ce matin, réunion pour échanger sur les cultures ou la vente des produits destinés notamment à Kinshasa et ses 20 millions d'habitants. Pour l'eau, les familles se partagent ces bornes fontaines alimentées par un forage. Leur carte prépayée permet de gérer leur consommation. Le projet Ntsio a permis à certains fermiers de multiplier leurs revenus par 10. Ma vie est différente parce qu'avant j'achetais la nourriture, le manioc. Avant il me fallait sortir de l'argent pour acheter. Mais maintenant ce n'est plus le cas. Je vais dans les champs et je récolte. Et ça me permet d'avoir à manger. Une exceptionnelle pépinière, rare en Afrique centrale, fournit les fermiers pour les plantations et offre un emploi aux enfants des rues de Kinshasa. Ceinturant le site agroforestier, une large prairie entretenue par les vaches sert de pare-feu pour ralentir les feux de savane. Un élément supplémentaire pour les habitants de Ntsio qui vivent dans un environnement naturel et social plus rassurant. Maître Mathia, je vous ai vu hocher la tête en suivant cet élément. Qu'est-ce qui vous a chiffonné? Bon, ça m'a pas chiffonné, hein, mais c'est juste qu'aujourd'hui, on présente les acacias comme une... c'est vrai que c'est une solution. Oui, c'est une alternative, mais ça ne devrait pas l'être en réponse à la déforestation. Je pense qu'on devrait travailler à juguler cette déforestation au lieu de penser qu'une fois qu'on a coupé les arbres, on va pouvoir les... Oui, mais pourquoi est-ce que les acacias ne peuvent pas repeupler la forêt? Si, les acacias peuvent repeupler la forêt, mais est-ce qu'on a besoin de couper toute la forêt pour la remplacer par des acacias? Je trouve que c'est peut-être pas... ce n'est peut-être pas nécessaire. S'il y a une nécessité de couper des arbres, oui, mais est-ce qu'il y a une nécessité pour la déforestation? Non, c'est deux choses différentes. Et puis, une autre problématique, c'est celle de l'agriculture.
Aujourd'hui, avec tout le potentiel agricole que nous avons, on entend de plus en plus de personnes parler et en fait défendre l'agriculture intensive, alors qu'on a vu les effets de l'agriculture intensive ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas en prendre de la graine? Ça aussi, c'est un autre problème. Dans un monde... Donc, nous n'apprenons rien de ce qui se passe ailleurs, si je vous comprends bien. Bon, moi, je me pose des questions. Je me pose des questions et jusque-là, les politiques publiques n'ont pas encore bien spécifié quelle serait la ligne qu'on va adopter en ce qui concerne, par exemple, la culture. Mais au vu des discours qui sont prononcés, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, on semble se diriger vers répéter les erreurs de ceux, voilà, exactement, de ceux qui aujourd'hui sont à la base du réchauffement climatique. Alors, parce qu'il s'agit du Congo, et le Congo est aujourd'hui dirigé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a quelques semaines, le président était à Washington pour un sommet, donc il a un sommet sur le climat. Nous avons donc pu avoir les discours du président. Nous allons vous demander de réagir par rapport à ces discours. Mais qu'est-ce que le chef de l'État a dit à Washington? Suivons. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, je salue l'initiative du président Biden d'organiser ce sommet USA-Afrique qui nous donne ce jour l'opportunité d'échanger sur l'une des questions majeures qui préoccupent actuellement la planète, à savoir le changement climatique et la transition énergétique qu'il exige. Puisque nous sommes réunis ici pour parler de lutte contre le changement climatique, permettez-moi d'abord, avec regret, de mettre à votre connaissance le drame que mon pays vit depuis quelques heures, cette nuit, par suite des pluies diluviennes conséquentes du règlement climatique qui ont causé des centaines de pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes qui auraient dû pourtant être évités si les engagements des pays pollueurs étaient respectés depuis plus de 13 ans. Toute ma pensée est tournée vers mes compatriotes en ce moment victimes de cette catastrophe naturelle. Il est donc impérieux d'agir vite et maintenant. À ce sujet, la République démocratique du Congo se félicite du leadership américain matérialisé particulièrement par l'Inflation Reduction Act, adopté le 16 août dernier dans le but principalement de réduire de 40% l'émission de carbone américain d'ici 2030. En effet, l'Inflation Reduction Act, bien que d'application locale, constitue une véritable source d'inspiration pour les pays africains, car elle démontre que la lutte contre le changement climatique n'est pas antinomique à la croissance économique. Bien au contraire, elle en est le moteur. Il est donc possible désormais de s'attaquer au changement climatique au moyen de l'émergence d'une croissance verte, appuyée par des politiques innovantes conformes aux objectifs globaux de développement durable, les ODD. C'est pourquoi mon pays est disposé, grâce à ces minerais stratégiques, à s'associer avec les États-Unis d'Amérique dans un partenariat gagnant-gagnant pour atteindre les objectifs fixés par l'Inflation Reduction Act, dont la transition énergétique, qui ont un impact au niveau mondial. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de délégation, distingués invités, la République démocratique du Congo est dotée de l'une des plus importantes biodiversités du monde et participe à la régulation climatique mondiale. Cependant, bien qu'ayant cette vocation naturelle de leadership sur le plan environnemental... Voilà, ce qui est certain, Maître Mati Yav, c'est que les autorités du pays, notamment la plus haute autorité, vient de mettre un peu en exergue cette équation, cette relation qui existe entre la croissance économique en même temps que la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, en spécialiste du droit de l'environnement, comment nous allons conjuguer, parce qu'il s'agit de vous écouter aussi, comment nous allons conjuguer les efforts pour que nous puissions régler finalement le problème de la pauvreté, en même temps les problèmes de la conservation.
Nous le faisons comment en suivant les chefs de l'État, vous réagissez comment? Le président de la République a parlé économie verte, donc investir dans l'économie verte, économie bleue. Je pense que la République démocratique du Congo a le potentiel, mais c'est maintenant au niveau des détails comment va s'articuler ces politiques-là qu'il faudra se mettre d'accord. Est-ce qu'on va continuer seulement à s'associer à des États pour leur fournir des matières premières? Aujourd'hui, je prends comme exemple les pays du Moyen-Orient, des pays connus pour leur économie basée sur l'exploitation des ressources fossiles, qui aujourd'hui se tournent vers la transition énergétique. Ils ne le font pas en abandonnant le pétrole du coup, mais ils investissent dans la recherche, ils investissent dans le numérique, ils investissent dans d'autres pays, ils acquièrent des terres ailleurs. Quelle est la politique de la RDC? Il y avait, il y a quelques mois, une rumeur qui disait qu'on allait, dans le nouveau code agricole, on allait octroyer grande partie des terres, on allait permettre à des étrangers d'acheter les terres. Parce que ça se fait effectivement ailleurs. Quel est le bénéfice de la RDC à le faire? Je pense que au-delà de faire ce que tout le monde fait, on doit d'abord penser à nous, à nos populations. Est-ce que les Congolais sont des propriétaires terriens qui investissent dans l'agriculture? Oui ou non? S'ils ne le sont pas, est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce qu'ils investissent dans l'agriculture d'abord eux? Oui ou non? Et ainsi de suite. Je pense que le gouvernement peut procéder par cette façon de faire. On a une crise en ce qui concerne la raréfaction de maïs sur le marché dans une partie du pays. Alors, d'abord, première chose, c'est que c'est chronique. Chaque année, ça fait depuis... Des années que... Oui, ça va faire 20 ans, je pense. Ça va bientôt faire 20 ans que je fais attention à ça. Et chaque année, c'est la même chose. Donc, il y a un problème. Ensuite, dernièrement, j'ai lu que l'Afrique du Sud avait décidé d'envoyer des semences améliorées de maïs à la RDC pour l'aider à endiguer cette rareté. Oui, cette crise. Mais je me suis posé la question, nous savons que les OGM ici chez nous au pays sont interdites. Les semences améliorées sud-africaines, ce sont des semences OGM. Parce que l'Afrique du Sud, dans sa politique agricole, voudrait être le grenier de l'Afrique. Et pour atteindre cet objectif, ils ont choisi consciemment de travailler avec les OGM. Est-ce que nous avons pris ça en compte lorsque nous sommes allés faire cette démarche et accepter, je ne sais pas s'ils ont accepté, mais en tout cas, l'annonce a été faite que l'Afrique du Sud mettait à la disposition ces semences-là. Je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout, qu'on soit un peu plus attentif, qu'on soit un peu plus minutieux dans l'exécution de la volonté que l'on transmet à la population, aux partenaires étrangers, et c'est là où le bas blesse principalement chez nous. Les intentions, elles sont là. Maintenant, il faut les transformer en politique concrète. Merci beaucoup, Maître Matiav. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chemin Critique a voyagé. Nous voici donc sur le rivage. Nous allons atterrir. Et vous avez pris la commande de cet avion. Alors, vous allez nous annoncer les messages de la fin, comme fait les pilotes souvent. Vous allez donc lancer un message. Ce soir, il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi. Des jeunes, des vieux, des adultes, des enfants, des cadres, des moins cadres. En tout cas, l'élite congolaise, ils ont compris que non, il existe effectivement une perception différente des mêmes questions que l'on vit tous les jours. Quel pourrait être votre message ce soir? Et ce sera le dernier.
Il y a beaucoup de travail à faire et je pense qu'il faudrait que chacun de nous se spécialise dans un domaine pour apporter sa pierre au développement de ce pays. On a besoin de tous, on a besoin de toutes les énergies, on a besoin de toutes les intelligences et que chacun de nous décide de donner le meilleur de lui-même au pays pour que nous puissions avancer. C'est possible, c'est possible. C'est possible et c'est donc par ici que nous mettons un point final à Chemin Critique. Merci Maître Mathiave, merci Maëva d'avoir été sur ce plateau aujourd'hui. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. L'émission vous sera rediffusée. En tout cas, il sera présente sur toutes les plateformes de diffusion. En tout cas, si vous l'avez aimé, nous sommes heureux. Si vous n'avez pas aimé, nous acceptons votre propre opinion. Au revoir et à la prochaine.